Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. En Inde, pays où les conditions d'hygiène sont souvent mauvaises, les antibiotiques sont très fréquemment utilisés. Dans les pharmacies, on se les procure sans ordonnance. Que l'on se rende chez le docteur ou dans un hôpital, ils sont systématiquement prescrits. Dans les élevages, les volailles en sont gavées. Tous ces facteurs ont favorisé le développement de résistance aux antibiotiques. Désormais, de plus en plus d'infections que l'on savait soigner sont devenues difficiles à traiter. D'ici 2050, les superbactéries pourraient provoquer la mort de 10 millions de personnes par an. Reportage de nos correspondants Mandakini Gallo et Alban Alvarez. Pour le docteur Assadoullah Khan, les 3 dernières années ont été difficiles. Nous travaillons sur la bactérie. En 2013, ce chercheur basé à Aligarh, dans le nord de l'Inde, a découvert par hasard une bactérie qui désormais effraie les scientifiques du monde entier. J'ai fait quelques prélèvements dans les égouts de l'hôpital, ayant à l'esprit que les rejets venant de l'établissement pouvaient contenir des bactéries porteuses de résistance. Nous sommes tombés par hasard sur une séquence de NDM4. NDM4, une souche de bactéries résistante à la plupart des antibiotiques. Les scientifiques lui ont donné le surnom de Superbug. Le docteur Khan a concentré ses recherches dans le système d'évacuation des eaux usées du plus grand hôpital de la ville. À l'époque, de nombreux patients mouraient de simples infections, sans explication. C'était évident. Lorsque les médecins ont commencé à soigner les patients, ils ne guérissaient pas. Ils ont commencé avec une première cure d'antibiotiques, puis une deuxième, une troisième, mais les patients ne guérissaient pas, ils mouraient. Le taux de mortalité ne faisait qu'augmenter. La seule chose à faire, en prévention, c'est de limiter la propagation. Limiter la propagation de cette superbactérie est un défi gigantesque pour l'Inde. Car la situation sanitaire y est particulièrement désastreuse. Les hôpitaux surpeuplés et le recours fréquent aux antibiotiques ont créé le scénario parfait pour la multiplication des superbugs. Lors d'un sommet historique en septembre 2016, l'ONU s'est alarmée. La résistance aux antibiotiques fait courir une menace sanitaire sans précédent à l'échelle de la planète. La résistance aux antibiotiques représente une menace fondamentale sur le long terme pour la santé humaine, la sécurité alimentaire et l'environnement. Il ne s'agit pas de quelque chose qui aura lieu dans le futur. C'est une réalité très actuelle. D'après l'ONU, la superbactérie pourrait tuer 10 millions de personnes par an d'ici 2050, plus que le cancer. Le coût à l'échelle mondiale est estimé à 100 000 milliards de dollars. Et l'Inde est en première ligne. Chaque année, 60 000 nouveau-nés meurent à cause de leur résistance aux antibiotiques dans le pays. Dans ce grand hôpital du centre de l'Inde, le docteur Pathak est très inquiet du destin de ses patients les plus vulnérables. Il en est à son 14e jour d'antibiotiques aujourd'hui. Ok, nous le gardons jusqu'à la fin du traitement. Pour le docteur Pathak, c'est un jour de chance. Aucun de ses patients nouveau-nés n'a montré de signes de résistance aux antibiotiques. Bon, l'enfant réagit bien aux antibiotiques, on a de la chance. Chanceux, pourquoi ? Parce que souvent on retrouve des organismes qui ne sont pas sensibles à nos traitements habituels. Et on a du mal à soigner ces patients-là. En 20 ans d'expérience, il a vu les cas de résistance se multiplier à une vitesse alarmante. On rencontrait déjà des cas de résistance, mais le taux n'atteignait que 10%. Aujourd'hui, ce sont 50% des patients qui résistent à la première dose d'antibiotiques. Certains chercheurs estiment même que 75% des 1,3 milliard d'Indiens sont porteurs de cette bactérie.
En Inde, ce dont on manque le plus, c'est d'hygiène et de techniques de contrôle des infections. C'est la première chose qu'on doit améliorer. Pour remédier à cela, le Dr Pathak organise des programmes de formation à destination des médecins et des infirmières de son hôpital. On commence ? D'abord, il présente la menace. Alors, vous pouvez observer ici qu'entre les années 1980 et 2000, aucune nouvelle génération d'antibiotiques. Et je peux vous garantir qu'il en sera de même au cours des 10 prochaines années. En réalité, des avancées scientifiques ont eu lieu, mais elles sont moins médiatiques que ces campagnes de sensibilisation. Alors, première étape, entrelacez vos doigts, puis écartez-les. Ensuite, le bout des doigts. Vous voyez, c'est simple. Une mesure simple mais utile. C'est le premier pas dans le combat contre la bactérie meurtrière. Ces formations sont très utiles. Avec ces sessions, on comprend mieux pourquoi et quand utiliser les antibiotiques. Comment et quand utiliser les antibiotiques? C'est là que réside le problème en Inde. Car la surmédication est un fléau dans le pays. Même si la loi sanctionne cette pratique, la plupart des patients peuvent entrer dans une pharmacie et acheter des antibiotiques sans aucune prescription. C'est ce que nous avons pu constater à quelques mètres seulement de l'hôpital. Nous filmons la scène en caméra cachée. Avez-vous du Wallamicine? Le Wallamicine est un puissant antibiotique utilisé pour les patients suite à une opération chirurgicale. Combien ça coûte? 30 roupies. Soit 50 centimes d'euros la boîte. La vente de médicaments sans ordonnance et l'absence de régulation expliquent en partie pourquoi les Indiens ont développé une résistance aux antibiotiques. Un problème qui s'est aggravé avec l'explosion de l'industrie agroalimentaire. Nous nous sommes rendus dans un grand élevage de poulets en périphérie de New Delhi. Ici, plus de 500 000 volailles sont élevées pour la consommation des habitants de la capitale. Quelle quantité de nourriture avez-vous préparé? 18 kilos. La nourriture de ces animaux contient un nombre conséquent de composants. Dans cette nourriture, il y a du maïs, du soja, des compléments alimentaires et des tas d'antibiotiques. Le FC10, la choline et un autre mélange de vitamines, déjà préparé. En réalité, ce mélange de vitamines correspond à une mixion d'antibiotiques. Leur utilisation dans l'élevage industriel en Inde devrait plus que doubler d'ici 2030. Pourquoi utilisez-vous des antibiotiques? Pour protéger les volailles des maladies, avant qu'elles ne soient adultes. Ça fait partie de leur alimentation. Sans cela, elles auraient des déficiences, elles seraient faibles. Et si elles sont faibles, elles ne grandissent pas correctement. Mais désormais, les médecins craignent que leur usage dans les élevages fasse de ces animaux une nouvelle porte d'entrée pour la bactérie meurtrière. Ici, les poulets sont nourris avec de fortes doses d'antibiotiques dès leur naissance. Voici le système qui sert à alimenter les poulets. Leur usage permet d'accélérer la croissance des animaux. Avant, cela prenait 50 jours pour que le poulet soit prêt à la consommation. Aujourd'hui, 40 jours suffisent. Tant que les médicaments et les antibiotiques existent, nous suivons les ordres de nos supérieurs, qui sont en accord avec les orientations des autorités. Si quelque chose ne va pas, le gouvernement devrait en informer les éleveurs. Si on leur dit de ne pas utiliser tel ou tel produit, ils obéiront. En 2011, un groupe d'experts mandaté par le gouvernement indien a recommandé la mise en place de restrictions afin de limiter l'usage des antibiotiques dans les élevages. 5 ans plus tard, aucun projet de loi n'a vu le jour. Jusqu'ici, les victimes du superbug se sont peu manifestées. Mais d'ici quelques mois, une décision de la Cour suprême de New Delhi pourrait faire jurisprudence.
Nous rencontrons ce père de famille. Il souhaite conserver son anonymat. Il vient d'engager des poursuites contre l'État indien au nom de sa fille de 18 ans, atteinte de la tuberculose. On a diagnostiqué la tuberculose chez elle en 2013 et on a découvert rapidement qu'elle était résistante à tous les traitements, même les plus puissants. Le seul antibiotique encore efficace contre la tuberculose s'appelle le bédaquiline. Mais le gouvernement indien a décidé d'en limiter la distribution. Une distribution au compte-gouttes et uniquement dans certains hôpitaux du pays. C'est ma fille qui m'a dit de me battre sur le terrain légal. Je lui ai demandé si ça allait lui sauver la vie. Elle m'a dit que ce ne serait peut-être pas le cas, mais au moins cela pourrait sauver d'autres personnes touchées. Le gouvernement estime que sans un contrôle strict, les patients feraient un usage inapproprié de ce médicament et pourraient développer une résistance. Mais pour cet avocat spécialiste des droits de l'homme, cet argument ne tient pas. Il doit y avoir un équilibre entre la lutte contre la résistance et la mise en danger de la vie des patients. Le scénario le plus probable, si elle n'obtient pas de bédaquiline, c'est que dans 3 à 6 mois, elle ne soit plus là. Mais peut-on encore ralentir la propagation du superbug? En Inde, l'espoir repose sur une poignée de chercheurs. Au Centre pour la recherche cellulaire et moléculaire à Bangalore, une petite entreprise s'est lancée dans un projet d'envergure. Le docteur Balasubramaniam dirige cette équipe. Cette boîte contient tous nos antibiotiques. L'une de ces fioles se révélera être le nouvel antibiotique qui tuera cette bactérie mortelle, la superbug. La dernière famille d'antibiotiques mise sur le marché date d'il y a 30 ans. Depuis, la recherche stagne. Dans le monde, une poignée d'entreprises internationales comme celle-ci espèrent découvrir une nouvelle génération de remèdes miracles. Nous avons testé plus de 1000 souris pour arriver au point où nous pouvons confirmer l'efficacité de nos antibiotiques. Les essais sur les souris ont déjà donné lieu à des résultats prometteurs. Voici les superbugs que nous allons tester. Après l'expérience, nous savons que grâce à l'usage des nouveaux antibiotiques, nous pouvons les éliminer. Ce que vous voyez sur le côté droit, c'est une bactérie que l'on n'a pas réussi à tuer. Et là, grâce aux antibiotiques, vous voyez que les superbugs ont été éliminés. Mais le chemin est encore long. Au mieux, ce médicament sera mis en vente dans 6 ou 7 ans. D'ici là, la superbactérie a le temps de se propager. Dans la situation actuelle, on risque de retourner rapidement à une époque où il n'existait pas d'antibiotiques, l'ère pré-antibiotique, ou même quelque chose d'aussi simple que de panser des plaies, ou effectuer des chirurgies plus complexes était impensable à cause des bactéries super résistantes. Nous sommes clairement dans une course contre la montre. Chaque année, près de 3 millions de personnes développent une résistance aux antibiotiques en Inde. Endiguer cette tendance est crucial pour l'avenir du pays et de la planète. Une tâche que l'Inde va devoir placer parmi ses priorités dans les prochaines années. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Le 14 juillet dernier, l'accord sur le nucléaire iranien a célébré sa 2e année d'existence. En 2015, les Iraniens étaient descendus en masse dans les rues pour fêter cet accord historique et la levée des sanctions à venir. Aujourd'hui, le bilan paraît plus mitigé. Avec des sanctions toujours effectives sur le pays, les étrangers, et en particulier les Français, s'accrochent à ce marché prometteur. Depuis 2015, la communauté française augmente de 10% par an, mais il n'y a pas que. Les Iraniens n'ont pas perdu espoir de voir un jour les fruits de cet accord éclair tomber dans leur pays. Reportage à Téhéran de Mariam Pirzadeh et Sirvan Mostafa. C'est l'heure des derniers préparatifs pour Alice et son mari. Les couleurs tricolores sont à l'honneur dans leur laboratoire de Téhéran.
Car dans moins de 24 heures, ces pâtisseries françaises doivent être présentées à l'ambassade de France devant plus de 2000 personnes. Arrivés il y a 1 an et demi, portés par l'accord sur le nucléaire iranien et l'ouverture annoncée de l'Iran, ils ont fondé l'une des premières pâtisseries françaises de la République islamique. Aujourd'hui, la pâtissière estime que le bilan est plutôt positif. Je ne me serais jamais vue y vivre, vraiment c'est pas quelque chose que j'avais envisagé. Et là, d'imaginer une ouverture, enfin, de ce pays sur le monde, ou peut-être une ouverture du monde sur ce pays, je ne saurais pas trop dire, mais ça nous a vraiment décidé. On s'est dit peut-être qu'effectivement, au quotidien, en tant qu'occidentaux, ça sera plus facile pour nous de venir s'installer. Par contre, il y a d'autres contraintes qui sont que il y a des pénuries sur certains produits. Et ça peut être gênant parce qu'on a parfois des pénuries sur ce qui est sur le chocolat, des pénuries, le sucre brun, on ne le trouve pas toujours. La route est pourtant longue pour s'implanter en République islamique. Une partie des sanctions n'a jamais été levée et il est encore presque impossible de transférer des flux financiers entre une banque française et une banque iranienne. Malgré les contraintes administratives, les Européens persistent et reviennent, comme le groupe PSA Peugeot Citroën. C'est ce cabinet d'avocats français qui a signé ce grand retour, armé de beaucoup de patience. Il y a eu beaucoup d'attentes et aussi bien de la part des Iraniens, mais également de la part des sociétés étrangères qui ont pensé, tout comme les Iraniens, que les choses changeraient très vite, que les signatures se feraient rapidement, et ça n'a pas été le cas. Les sociétés ont continué, celles en tout cas qui sont intéressées par le marché iranien et qui ont bien compris qu'il fallait s'y intéresser maintenant et pas plus tard, voilà, elles se sont accrochées et elles n'ont pas arrêté de montrer leur intérêt. Car c'est peut-être bien là l'un des effets les plus visibles de cet accord. Depuis plus de 2 ans, les Européens sont partout à la conquête de ce marché gigantesque. Une chance qu'a voulu saisir aussi Sahar. Elle a investi dans ce nouveau centre commercial grand luxe. Il y a moins de 10 ans, elle s'est lancée dans le chocolat et la glace avec 5 employés. Aujourd'hui, elle en compte une centaine et ce succès l'a amenée à fonder ce premier restaurant. La femme d'affaires estime aujourd'hui qu'entre 30 et 40% de sa clientèle journalière est désormais étrangère. Le soir de l'accord est gravé dans nos mémoires. Nous étions si heureux. Il y a encore de la route à faire. Il y a encore du temps pour que les espoirs de la population deviennent réalité. La route est encore longue, mais les fondations sont là et on est prêt pour un avenir meilleur. Pourtant, ces 2 années ont pu paraître semées d'embûches. Avec 2 élections clés iraniennes, la présidentielle et les législatives, l'accord sur le nucléaire est revenu au cœur de tous les débats. Accusé par l'aile conservatrice d'avoir bradé le pays, Hassan Rouhani n'a de cesse de promettre de ramener les investissements étrangers en Iran. L'an dernier, les investissements ont atteint moins de 3,5 milliards de dollars, loin, très loin des 50 milliards promis par le président et son équipe. Et avec en toile de fond cette menace de Donald Trump de déchirer cet accord historique. Les sanctions ont été levées avec succès, oui. Mais des pays comme les États-Unis nous créent beaucoup de problèmes avec des cadres légaux. Mon regard sur l'économie iranienne aujourd'hui est comme une voiture qui a besoin d'être réparée. Et elle n'a jamais eu l'autorisation de sortir dans la rue. Avec l'accord nucléaire, vous avez obtenu la permission de la sortir dans la rue, mais la voiture a toujours des problèmes. Vous devez toujours la réparer. Cette permission qui vous autorise à travailler avec la communauté internationale ne veut pas forcément dire que vous pouvez travailler avec elle. Au début du mois de juillet, le français Total a signé le contrat le plus important depuis la levée partielle des sanctions, un contrat de près de 5 milliards de dollars, lui aussi sous le feu des critiques des conservateurs iraniens.
La ville iranienne de Yazd, située à 270 km d'Ispahan, proche de la route de la soie, est désormais inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa particularité, eh bien, elle est entièrement construite en terre crue et cuite, grâce à une maîtrise exceptionnelle de la construction en arc, voûte et coupole. Yazd a échappé aux tendances à la modernisation qui ont détruit de nombreuses villes traditionnelles à travers le pays. La cité perdure avec ses quartiers traditionnels, son système de khanat, ses maisons traditionnelles, ses bazars, ses hammams, ses mosquées et ses synagogues. Reportage de Mariam Pirzadeh et Mahmoud Hamedi. Il date de plus de 200 ans et il fait peau neuve depuis l'an dernier. Le bazar de Yazd était le cœur névralgique de la ville, située sur l'ancienne route de la soie. Sa rénovation doit se terminer l'année prochaine pour accueillir des touristes de plus en plus nombreux. Des voyageurs venus du monde entier se pressent pour découvrir cette ville, l'une des plus anciennes au monde, située à 600 km de la capitale, Téhéran. Cette ville, aux portes du désert, a longtemps été délaissée au profit des endroits plus touristiques. Ce qui est frappant, c'est qu'on dirait vraiment que c'est un oasis et que c'est entouré de montagnes. C'est vraiment très particulier et c'est vraiment différent de ce qu'on a vu pour l'instant. C'est un lieu magnifique, l'architecture est si belle, c'est magnifique, avec des mosquées superbes. J'ai dit, généralement, dans chaque mosquée, il y a un Ivan. Et à chaque coin de ruelle, devant les mosquées et leurs dômes, symboles de l'ancienne oasis, les tours opérateurs se succèdent. Ce qui ne ravit pas tout le monde. La ville est belle, mais c'est vrai que trop de touristes. Cet attrait pour Yazd, Morteza Takmili le constate depuis 2 ans. Il dirige un ancien caravansérail reconverti en hôtel et lieu de villégiature pour les backpackers, ceux qui découvrent l'Iran, sac au dos. Il y a plus de touristes et les chiffres le montrent. On est passé de 45% à 90% de taux de réservation. On a aussi amélioré notre service auprès des touristes. Et montrer cette ville n'est pas forcément facile. La sélection pour être guide touristique est soumise à de très nombreuses conditions. L'image de la ville est en jeu. Ali est guide depuis 10 ans et chaque année ses compétences sont remises en question. On nous demande que notre niveau d'anglais soit très bon, que nous connaissions les dates et les événements historiques et toute la géographie. Ils vérifient que ce soit mis à jour régulièrement pour que nous ne donnions pas d'informations fausses aux touristes, car ce serait mauvais pour notre pays. La République islamique mise désormais sur le tourisme et espère attirer davantage de visiteurs. Selon les prévisions, 20 millions d'étrangers devraient se rendre en Iran d'ici 2025. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. « 40 ans après la mort du dictateur Franco, l'Espagne ne parvient toujours pas à faire le deuil de son passé. Entre pro et anti, le pays demeure profondément divisé. Selon l'ONU, l'Espagne est, après le Cambodge, le 2e pays au monde qui a connu le plus de disparitions forcées. Plus de 150 000 entre 1939 et 1975. Des dizaines de milliers d'autres ont été torturés, des milliers d'enfants volés à leur mère, souvent communistes ou de gauche, pour être confiés à de bonnes familles catholiques. Au lendemain de la transition démocratique en 1977, l'Espagne adopte une loi d'amnistie controversée qui permet aux personnes condamnées pendant la guerre civile et la dictature de retrouver un casier judiciaire vierge. Une loi qui a profité aux bourreaux de la dictature. Aucun des gouvernements successifs n'a eu le courage de remettre en cause ce texte qui empêche tout procès. Si en 2007, le gouvernement socialiste de Zapatero a adopté une loi de réconciliation nationale permettant une reconnaissance des victimes et l'ouverture de fosses communes, beaucoup l'ont jugé trop timide et inefficace. Aujourd'hui, de plus en plus d'Espagnols souhaitent obtenir justice et réparation. Le reportage de Valérie Labonne et Sarah Maurice.
Los crímenes del franquismo. 40 ans après la mort du dictateur Francisco Franco, à Madrid, deux camps s'affrontent toujours. D'un côté, les victimes du franquisme, drapeau républicain à la main. De l'autre, les phalangistes, avec salut et hymne fasciste. 40 ans après, l'Espagne reste divisée. Les républicains face à la mairie réclament justice. De los 150.000 desaparecidos, de los casi 40.000 niños robados, de todos los que fueron represaliados. Les phalangistes, face au palais royal, rendent hommage au caudillo. Parmi eux, José Luis, leader d'un groupuscule d'extrême droite, qui rêve du retour du national-catholicisme. Il n'y a pas de jour plus important que celui-là, ni de lieu plus important. La place d'Orient est le lieu où Franco avait l'habitude de réunir ses fidèles. C'est un lieu très spécial. Depuis 40 ans, nous maintenons cette manifestation. Pour les nostalgiques, on y trouve tout l'attirail du franquiste. Des souvenirs à la gloire de celui qui aurait sauvé l'Espagne du communisme et les a fait entrer dans l'ère de la prospérité et du plein emploi. Mais le franquisme, c'est aussi une guerre civile sanglante et 40 ans d'un régime répressif. À chaque fois que Chato passe par la Puerta del Sol, il se souvient des séances de torture infligées par la police politique. Vous voyez ces salles là-haut au deuxième étage? C'est là qu'on était torturés. J'ai beaucoup de souvenirs qui remontent. Après la torture, on nous enfermait au sous-sol derrière une de ces petites fenêtres. Et je me souviens que j'aimais entendre le bruit extérieur. Cela me rassurait de me dire que la vie continuait, que tout n'était pas horreur et torture. La Direction générale de la sécurité était le symbole de la répression franquiste. Étudiant au début des années 70, il a été arrêté à 4 reprises car membre du Parti communiste. Ces tortionnaires, il les connaît, le plus emblématique est toujours en vie et habite à quelques rues de chez lui. Nous sommes au numéro 6 du passage de la Havane. Et Antonio González Pacheco vit au premier étage, on l'appelle aussi Billy the Kid. Il est le symbole du terrorisme d'État dans mon pays. C'est un tortionnaire compulsif. Vous n'imaginez pas la quantité de personnes qu'il a pu torturer. Aussi incroyable que cela puisse paraître, son tortionnaire est protégé par une loi d'amnistie toujours en vigueur. Billy El Niño, l'ancien policier, jouit tranquillement de sa retraite. Après un combat judiciaire de plusieurs années, Chato supporte très mal cette situation. Plus encore que les tortures, ce qui me fait mal aujourd'hui, on est 40 ans après la fin de la dictature et 80 ans après l'essor du communisme, c'est qu'on continue à être considérés comme des délinquants dans cette société, sans un minimum de reconnaissance. Ceux qui n'ont jamais pu témoigner devant un tribunal, nous avons la chance de pouvoir les entendre aujourd'hui. Réunis en association, les victimes du régime ont organisé ce rassemblement pour que chacun puisse raconter son histoire et que la vérité soit connue de tous. Pendant des années, Chato a gardé pour lui ses cauchemars. Aujourd'hui, il raconte en public ses 14 jours de calvaire. Là, tu faisais plus le malin quand tu découvrais que tu t'étais uriné dessus, que tu urinais du sang. Et je m'étais dit que je pourrais jamais plus faire l'amour de ma vie. J'étais là avec mes 22 ans et j'étais décidé à tout supporter. J'ai tenu grâce à la rage. J'ai tenu non pas grâce à mes convictions politiques, mais grâce à la rage, car au moins, moi j'étais un être humain.
En Espagne, la loi d'amnistie empêche toute poursuite judiciaire contre les bourreaux. Mais rien n'est fait pour interdire aux nostalgiques du franquisme d'exprimer leur admiration. À Madrid, Francisco Franco a encore sa fondation. Notre ambition est que tout ce qui se publie en Espagne, et nous l'espérons tout ce qui se publie dans le monde, sur la guerre civile, sur Francisco Franco, sur la guerre civile espagnole, sur son régime, soit rassemblé ici. La mission de la Fondation est claire, réécrire l'histoire. Cela fait 40 ans, depuis sa mort, qu'on ne fait que falsifier l'histoire, falsifier les faits. Il cherche à noircir des faits qui sont pourtant très clairs. Il le compare à Adolf Hitler et souhaiterait une condamnation internationale pour violation des droits de l'homme. C'est tout simplement un mensonge éhonté. Ce que je peux vous garantir, c'est que ce régime ne torturait en aucune façon. Lo que yo le garantizo es que ese régimen no era torturador en modo alguno. En Espagne, s'attaquer aux crimes du franquisme n'est pas sans risque. La plupart de ceux qui s'y sont essayés ont vu leur carrière brisée. Le premier à en avoir fait les frais est l'emblématique juge Baltasar Garzón. Après m'être attaqué à la dictature argentine et à la dictature chilienne et à d'autres cas de juridiction universelle, je n'allais pas arrêter de le faire par peur que les héritiers du franquisme s'attaquent à moi. Quand on occupe une fonction publique comme moi, on doit assumer le risque, surtout si c'est pour défendre la légalité. En 2008, il se déclare compétent pour enquêter sur les crimes contre l'humanité commis pendant la guerre civile et la dictature. Mais l'extrême droite est en embuscade et dépose une plainte pour abus de pouvoir. Le juge le plus connu d'Espagne sera alors condamné et suspendu 11 ans. L'Assemblée a voté à l'unanimité pour la suspension du juge. Son éviction soulève l'indignation. Dans les rues de Madrid, on crie à la cabale politique. On pointe du doigt la droite au pouvoir, le Parti populaire. La justice espagnole est très indépendante à sa base, mais au sommet, c'est moins le cas. Il existe des intérêts communs entre ces deux sphères. Et dans mon cas, les manœuvres de certaines personnes du Parti populaire pour que les choses se passent d'une façon et pas d'une autre sont très claires. Cela s'est dit publiquement. Cela a été écrit et éprouvé. Aujourd'hui, il continue sa mission de défense des droits de l'homme en tant qu'avocat. Malgré 40 ans de démocratie, l'Espagne ne s'est toujours pas débarrassée des fantômes du franquisme. De près ou de loin, il hante toujours les arcanes du pouvoir. Lazos afectivos, lazos emocionales. La droite n'a pas rompu complètement avec le franquisme. Il reste des liens affectifs, émotionnels, des liens idéologiques et psychologiques. Même si, attention, personne ne veut rétablir le franquisme. C'est fini. Mais une partie de la société ne s'autorise pas à s'en détacher complètement. L'exemple le plus flagrant se trouve au nord de Madrid. Le Valle de los Caídos, ou la vallée des morts, est une basilique où repose le corps de Franco. Construite sur ordre du dictateur par des prisonniers républicains, elle rend hommage aux morts de la guerre civile des deux camps. Sous la croix géante, s'entassent plus de 33 000 corps, dont la plupart sont des républicains. Devenu un mausolée franquiste, chaque 20 novembre, anniversaire de la mort du caudillo, ses admirateurs lui rendent hommage. C'est le minimum que nous pouvons faire pour remercier le caudillo, pour l'Espagne qu'il nous a laissée. Aujourd'hui, regardez, l'Espagne est ruinée. Quand il était là, même si je n'ai pas vécu à cette époque, d'après ce que je sais et ce que les anciens m'ont raconté, l'époque franquiste a été la meilleure qu'ait connue l'Espagne. La loi sur la mémoire historique, adoptée en 2007 par le gouvernement socialiste de Zapatero, prévoit que le site soit dépolitisé. Mais les habitudes ont la dent dure. Chants et saluts fascistes sont interdits sur l'esplanade.
mais pas à l'intérieur de la basilique. Un exemple de l'hypocrisie de cette loi, dont le but était pourtant de reconnaître les crimes de cette période. Descendante d'anarchistes, Purificación soupçonne que le corps de son grand-père et de son grand-oncle, fusillés au début de la guerre civile, se trouve dans cet ossuaire géant. Chaque visite dans ce lieu réveille la colère qu'elle ressent. C'est comme si tu étais humilié en permanence de savoir mes proches avec les restes de Franco, ça et les messes. Depuis, elle essaye de récupérer les corps et leur donner une autre sépulture. Mais ses recours judiciaires ont tous échoué. Sur le site, visité par des centaines de milliers de touristes chaque année, aucun panneau pour expliquer le contexte historique. Comme dans les camps de concentration en Allemagne, le couple souhaiterait qu'El Valle de los Caídos soit transformé en lieu de mémoire. Moi, j'enlèverai la croix et je ne la ferai pas exploser, comme disent certains. Je l'enlèverai et j'en ferai un centre de compréhension de la guerre civile. Beaucoup de prisonniers sont morts ici. Même si on disait qu'ils venaient travailler ici heureux, c'étaient des esclaves en fait. Avril 2014, Chato affronte une nouvelle épreuve, confronter Billy El Niño pour la première fois. Au nom de la justice universelle, il a déposé plainte avec 300 autres victimes auprès d'une juge argentine. El Niño et une vingtaine d'hommes politiques et d'anciens policiers risquent l'extradition. Un espoir très vite déçu, car cette requête sera rejetée par le tribunal espagnol. Je me sens très mal, même si je m'étais préparé avant de venir. On va les traîner devant les tribunaux internationaux. On va continuer à mener de l'avant cette plainte argentine et le combat dans mon pays. Et vu comment vont les choses, je suis sûr que nous y arriverons. Dernière provocation, Billy El Niño, qui refuse que son image soit diffusée, nargue la foule à la sortie. Une décision condamnée par les Nations Unies. Pour l'organisation, les crimes du franquisme sont des crimes contre l'humanité et les conventions internationales en matière de droits de l'homme doivent s'appliquer. L'Espagne a une obligation internationale d'enquêter, de juger et, si possible, sanctionner les responsables. L'Espagne n'a pas déclassifié ses archives. Elle n'a pas approuvé de loi permettant l'accès à l'information. Elle n'a pas donné d'instructions à ses procureurs pour qu'ils lancent des investigations. Il y a une absence quasi totale de l'État concernant ce sujet. La droite conservatrice, au pouvoir pendant 4 ans, a refusé de suivre les recommandations de l'ONU. Nous sommes allés demander des explications au ministre de la Justice en personne, et sa réponse est plutôt étonnante. Depuis plusieurs décennies, nous sommes une démocratie avec des bases solides où sont reconnus les droits et les libertés publiques et où coexistent tous les citoyens en respectant les idéologies de chacun. Nous sommes une démocratie avec tous les éléments qui l'accréditent et je peux dire que cette étape douloureuse a été surmontée par tous et heureusement. Derrière ces barbelés se dressait la prison de Carabanchel. Une prison à la réputation redoutée. Chato la connaissait bien. Son souhait, en faire le premier mémorial des victimes du franquisme de la capitale. Mais en 2008, et après 10 ans d'abandon, elle est démolie sur ordre du gouvernement socialiste. Nier l'existence des sites où se sont déroulés ces crimes, ou nier notre propre existence comme victime de cette dictature, en fait, c'est effacer l'existence des tortionnaires et des bourreaux. Une façon d'effacer ses responsabilités. Après une vie de combat, faite d'humiliations et de petites victoires, Chato et ses compagnons d'infortune n'auront sans doute jamais leur place dans les livres d'histoire. En refusant d'ouvrir le débat sur son passé, l'Espagne a fait le pari de l'apaisement par l'oubli. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Retour sur le plateau de Code 24. Vous disposez peut-être de plusieurs millions de dollars et vous voulez vous faire plaisir. Eh bien, rendez-vous à Doha, au Qatar. Le salon de la haute joaillerie et de la haute horlogerie est ouvert aux professionnels, mais aussi au public. Pour les entreprises européennes, cet événement représente l'occasion de tenter de percer le marché oriental, un défi majeur de la prochaine décennie. Pour réussir, elles devront faire preuve d'une grande créativité au-delà de leur savoir-faire ancestral. Reportage. Doha, la capitale du Qatar. La ville qui n'en finit pas de se construire accueille la 14e édition du Salon de la haute joaillerie et de la haute horlogerie. Ce rendez-vous international du très grand luxe est ouvert depuis sa création aux professionnels évidemment, mais aussi au public, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Parmi les 400 maisons venues de 10 pays pour présenter des produits exceptionnels, quelques griffes françaises ont fait le voyage pour conquérir un marché qui reste encore un des plus florissants de la planète. Parmi elles, la très parisienne Messika. Spécialisée dans le diamant, elle a été fondée et est toujours dirigée par une femme. J'appréhendais parce que c'était un métier très masculin il y a 15 ans, la joaillerie. Je me rappelle même qu'il n'y avait qu'une seule femme en France qui, entre guillemets, personnifiait une marque de joaillerie, c'était Victoire de Castellane pour Dior. Le reste, ce n'était que des hommes. Et ce travail que j'ai fait autour du bijou confortable, de ce bijou côte de maille, un peu qui fait seconde peau, je pense que je n'aurais peut-être pas pensé si j'avais été un homme en fait. Qu'elles aient un homme ou une femme à leur tête, ces entreprises doivent résoudre un problème délicat. Comment adapter ses productions à une clientèle moyenne orientale tout en respectant ses codes, son ADN? Il faut adapter son offre, ne travailler que sur des produits uniques et surtout comprendre le désir des consommatrices. Elles portent en accumulation. J'ai pu constater qu'elles aiment porter les bijoux en accumulation. Elles sont très dans la culture du bijou, contrairement à l'Europe où on l'est moins. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a su toucher assez intuitivement ce qu'elles avaient envie de porter aujourd'hui. Pour le joaillier français Robert Vann, le plus grand distributeur au monde de perles noires, ce qui compte, c'est l'histoire que la cliente se raconte au travers du bijou. Ce collier met en scène une cascade de perles qui converse gentiment avec 108 diamants. La pierre centrale est un diamant de 10 carats. Et ensuite, voilà, on a du 5 carats, ça va jusqu'au 1 carat. À combien est-elle estimée? 3,5 millions de dollars. Voilà. Les entreprises françaises et européennes ont mis du temps à comprendre qu'il n'y avait pas qu'un seul type de consommateurs et de consommatrices au Moyen-Orient et que ceux-ci étaient aujourd'hui extrêmement à l'écoute de la mode et qu'on ne pouvait pas leur vendre cher n'importe quoi. D'autant plus qu'ici, quand on achète, ce n'est pas pour enfermer l'objet dans une vitrine. Si nous parlons des clients, généralement, contrairement à ce que nous voyons sur d'autres marchés, ici, ils achètent la montre et ils la portent. Parce qu'ils se sentent en sécurité, ils peuvent porter une montre à $1 million et sortir avec elle. Je pense que dans certains pays européens, il est un peu dangereux de porter une montre à ce prix-là et de la montrer. Depuis son enfance, Anish Bhatt est un véritable amoureux des montres. Sa passion l'invite à constamment faire le tour du monde pour découvrir de nouveaux anciens modèles et enrichir sa collection. Il alimente un blog depuis 10 ans et pense aujourd'hui en faire un magazine. Les montres, c'est vraiment une niche. Quand vous comparez avec la mode ou le maquillage ou des choses féminines comme celle-là. Les montres, c'est un petit univers. Je ne me serais jamais imaginé avoir aujourd'hui ce nombre si important d'abonnés quand j'ai commencé. Sur son compte Instagram, Anish Bhatt est suivi par 1,7 million d'abonnés. C'est une star courtisée par toutes les marques. C'est une Daytona, une montre de 1938, certifiée par Rolex, elle est authentique. Celle du milieu, elle est aujourd'hui estimée à 1,5 million de dollars, mais elle vaut certainement plus, parce que c'est une Daytona 62-63 Paul Newman de 1979. À l'époque, Cartier distribuait Rolex. Et même si le nom de Cartier n'avait pas été inscrit sur le cadran à côté de Rolex, cela en faisait une montre de collection. Avec les deux noms, elle vaut 5 à 6 fois plus. Dans la galaxie luxe moyenne-orientale, le panier moyen tourne autour du $1 million.
Nada Al-Sulaiti crée des pièces uniques avec les pierres que les familles lui confient. Lors des mariages, les couples célèbrent l'événement séparément. Les femmes peuvent se dévoiler et arborer les bijoux les plus précieux, comme ce collier. Pour moi, cette pièce est inestimable, mais je sais que l'année dernière, elle valait 1,2 million de dollars. D'année en année, elle prend de la valeur. Parce qu'on ne pourra jamais la reproduire. Parce qu'on a façonné des pierres spécialement pour elle et qu'il a été très difficile de les articuler. C'est une pièce qui a été très compliquée à fabriquer. La réalisation de ce collier a nécessité 8 mois de travail. Nada Al-Sulaiti est une experte. Elle a fait ses classes de gémologie, la science des pierres, dans une maison française, basée à Londres, éduquée par 2 maîtres, l'un chinois, l'autre indien. Je suis quelqu'un d'international. Pourquoi est-ce que je resterais seulement au Qatar? Et pourquoi les gens ne comprendraient-ils pas ma culture si je me sers de mon propre langage? Et mon langage, c'est la joaillerie. C'est comme cela que j'exporte ma culture. C'est ce qui me motive. L'accès au marché oriental reste le véritable challenge de la prochaine décennie. Pour réussir, les entreprises européennes devront faire preuve d'une grande créativité, au-delà de leur savoir-faire ancestral. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre bon accueil. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Et je vous dis à la semaine prochaine.